dite des bébés importés, l'Union interparlementaire demande à l'ancien président de l'Assemblée nationale de faire le test ADN. C'est le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale qui l'annonce dans un point de presse. Le parti nigérien pour l'autogestion pénale a célébré son 18e anniversaire. Les temps forts de la cérémonie dans ce journal. Don d'une ambulance et d'un lot de machines à coudre au CSI de là-bas dans le département de Keita, un don du député Soumaïla Ali. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition d'information. Je le disais dans les titres, nouveau rebondissement dans l'affaire dite des bébés importés suite à la plainte déposée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, au niveau du comité interparlementaire des droits humains à l'Union interparlementaire. Le comité a délibéré et demande à Hama Amadou de faire le test ADN relativement donc au délibéré. Le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale a animé cet après-midi même un point de presse. Ben Omar, que je vous propose de suivre. Cette affaire de supposition d'enfants au Niger, c'est le test ADN. Et là, le comité a dit, nous sommes quand même des êtres pensants, suffisamment réfléchis, rationnels. Il n'y a pas 36 000 manières. Il y a une et une seule manière pour se laver de tout soupçon, c'est de faire le test ADN. C'est-à-dire l'un ou l'autre des parents de ces deux enfants, je parle du cas de M. Hamamadou, ou son épouse, ou lui, un d'entre eux, doit obligatoirement faire le test ADN. En ce moment, aucun soupçon. Et l'UIP dit, ils veulent savoir d'abord dans quelles circonstances ce test doit être fait, et ils se disent que si les parents sont consentants, l'Union interparlementaire est prête à prendre toutes les dispositions pour aider à faire ce test partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique ou en Asie. Eux, ils sont prêts à mettre tous les moyens, si d'aventure, monsieur, de la sincérité de ces tests, ici au Niger ou dans la sous-région, eux, ils sont prêts à aider à faire ce test partout dans le monde. Voilà, vous avez sans nul doute compris, nous avons un invité sur ce plateau, mais avant, j'ai l'honneur de vous dire que vous suivrez d'ailleurs Mohamed Ben Omar en partie magazine de cette édition. Donc l'invité, il s'agit de M. Assoumane El Haj Ibrahim. M. Assoumane, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je rappelle que vous êtes le porte-parole du PMT Al-Barka. Voilà, Monsieur Ousmane, le Niger a connu des événements regrettables les 16, 17 et même 18 janvier 2015. Monsieur Ousmane, en tant que membre d'une structure politique, n'est-ce pas, quelles sont vos impressions par rapport à ces événements? Donc, merci et permettez-moi d'avoir l'occasion de vous adresser à vous, d'abord journalistes, et à l'ensemble des travailleurs de la télévision Dunia, mes sincères remerciements pour cette invite de marque que vous nous faites en tant que parti politique afin de donner notre avis par rapport à la question. D'abord, je pense que par rapport aux événements que le Niger a connus, des événements sans précédent, parce que ne l'oublions pas, au Niger, on n'a pas l'habitude de voir ces événements se passer. Normalement, quelles que soient les contingences politiques auxquelles on s'était exposé. Mais par rapport à la situation, je pense que mon parti politique, le PMT Al-Barka, en tant que structure composante de la majorité, nous avons eu à faire une déclaration. Et je joins ma voix également à cette déclaration pour un peu décrire et pour manifester pratiquement tout le remords que nous avons et partager la douleur que les victimes directes de cette situation ont senti et également souhaiter un prompt rétablissement aux différentes personnalités et personnes qui se sont trouvées normalement accidentées dans cette situation. Maintenant, cette situation, M. Kane, m'amène à faire
quelques constats. Le premier constat que j'ai eu à faire, c'est par rapport au style. Parce que quand vous voyez le style que cette manifestation a pris, on sent que ce n'est pas une manifestation ordinaire. On sent quelque part que, et surtout quand on voit la récupération ipso facto qui a été faite par certains ténors de la classe politique nigérienne de cette situation. Et cette récupération a même amené un bord politique à ne pas sortir en quelque sorte ouvertement condamner et manifester normalement sa compassion par rapport à cette situation. Quand vous regardez, aucun regret, aucun remords, aucune compassion par rapport à cette situation pourtant très grave et qui touche les principes en quelque sorte sacro-saints d'un État. Parce que quoi qu'on dise, au Niger, moi je me suis arrivé à poser la question dans quel Niger sommes-nous? Est-ce dans ce Niger-là que nous avions de tout le temps connu où jamais il n'y a eu des hargnes à ce point, jamais il n'y a eu des manifestations de la violence avec une méthode très rare utilisée juste pour manifester quelque chose dont, en quelque sorte, qui n'a même pas un grand effet parce que ne l'oublions pas, tous les musulmans, y compris les marabouts, ont d'avance manifester leur mécontentement par rapport à la déclaration ou bien à l'article qui a été fait sur le journal Charlie Hebdo. Et même le président le premier ministre a rencontré l'ensemble des oulémas et vous avez vu ce que ça a fait. Mais le deuxième point encore de mon remords, c'est que quand je regarde certaines images qui ont été passées et surtout quand on voit que c'est des gens qui ont exercé les plus hautes fonctions de l'État, parfois qui s'adonnent à manifester ou à encourager ce genre de choses, moi je dis que c'est vraiment lamentable parce que pour moi, quelqu'un qui connaît au plus haut sommet les fonctions de l'État ne doit ni être impliqué ni de près ni de loin dans une affaire qui saborde en quelque sorte une république. À vous entendre, c'est comme si les événements du 16 à Zender et 17 à Niamey, on a l'impression qu'il y a une main mise derrière. Dès que vous regardez la situation et surtout la dimension prise par cette situation, vous comprendrez aisément que c'est comme en quelque sorte il y a un état-major de quelque part qui essaie de téléguider ces événements-là. Et surtout quand vous voyez la promptitude avec laquelle les gens ont essayé de faire une récupération malsaine de cette situation et de démontrer que c'est une situation qui n'était pas tout à fait grave alors que des vies ont été perdues dans ces événements-là. Vous comprendrez aisément que c'est des gens, en tout cas, c'est comme s'il y a une force externe qui, à travers des images, des faits stéréotypés, ont essayé de télécommander cette affaire et que, de l'autre côté, on s'empresse à rendre compte à cette force-là ou bien à ces états-majors-là que exactement le vœu qui a été émis dans cette affaire a été exécuté et que vraiment c'est un bonus ou bien c'est une force pour les uns et les autres pour revendiquer ce genre d'activité. Et je pense que le Niger n'a pas besoin de ça. Et tous les Nigériens ont compris parce qu'aujourd'hui, le Nigérien d'aujourd'hui, nous l'avons de tout temps dit, n'est pas le Nigérien des années classiques, des années d'antan qu'on peut vouloir tirer par le nez sans pour autant qu'ils ne comprennent grand-chose. Voilà, donc il y a au cours de la semaine, n'est-ce pas, la justice vient donc de se déclarer incompétente par rapport à l'affaire dite justement des bébés importés. Quel constat cela vous inspire en tant que politicien? Évidemment, cette situation m'inspire un autre constat. Le constat que nous avions fait, c'est surtout quand vous voyez les gens quand ils s'empressent également à se réjouir en quelque sorte du fait qu'il y a eu report parce que, rappelons-le, il n'y a pas eu abandon total de la charge. C'est que juste un juge s'est déclaré incompétent par rapport à une situation juridique qui est là posée. Cela ne veut pas dire que ça s'est estompé. Mais pour moi, le constat, en tout cas le plus triste que ça m'a amené à faire, c'est quand je vois les défenseurs des accusés, normalement qui ne doivent pas se sentir contents parce que pour moi, un défenseur d'un accusé, elle ne trouve aucune joie au fait qu'on reporte en quelque sorte le supplice de cet accusé-là. Parce que la manifestation de la vérité, pour moi et pour nous, d'art au PMT, ça doit être
le mot-clé de tout acteur juridique. Parce que derrière cette affaire, ne l'oublions pas, il y a les intérêts de plus d'une centaine, en quelque sorte, de familles. Mais quand on regarde la défense et la ligne même qui a été prise, on comprend aisément que l'objectif, ce n'est pas de défendre les bébés, ce n'est pas de défendre les autres accusés, parce que vous l'avez vu, surtout moi j'ai vu quelqu'un qui s'y connaît en droit qui défend ces dossiers et qui était sorti dire que non, même ceux qui étaient ailleurs peuvent maintenant rentrer parce que le problème, le dossier est vide et le dossier est sans objet. Or, on n'en est pas encore là. Ça m'a amené à dire que apparemment l'objectif recherché, ce n'est pas de défendre les gens, ce n'est pas de faire manifester la vérité, mais plutôt de défendre également une aile qui est là et qui, en quelque sorte, essaie toujours de tirer les affaires là depuis loin. Or, je pense qu'avec cet effet de manche, on ne peut pas tromper tout le monde. Et je me suis dit, qui est-ce qu'on veut d'ailleurs drainer dans cette affaire? Est-ce les magistrats qui sont suffisamment prudents, qui sont suffisamment intelligents et qui ont fait de tout le temps marque de toute leur indépendance et également de toute leur lucidité face aux situations, en tout cas qui dépassent parfois même cette situation? Ou bien le peuple nigérien qui est là et qui attend toujours à ce que la vérité soit manifestée autour de cette question. Et je pense que de ces deux bords-là, aucun ne sera normalement tourné en erreur parce que les gens sont suffisamment mûrs pour comprendre aujourd'hui toute diversion. Cet effet de manche n'est que passager, il ne va que passer comme ça sans effet. Et je suis convaincu et persuadé qu'au finish, les gens sauront la vérité parce que la détermination que j'ai vue au niveau de nos procureurs et également au niveau de tous nos agents de la justice qui sont déterminés à connaître la vérité dans cette affaire m'inspire à dire qu'il y aura tôt ou tard un débat de fond dans cette question parce que je l'ai dit au début, la question n'est pas abandonnée, la procédure continue et le procureur de la République et son adjoint nous l'ont suffisamment dit dans leur intervention des derniers jours là. Voilà, merci Monsieur Asman El Haj Ibrahim. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du PMT Al-Barka. Merci et je vous invite à rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. C'est moi qui vous remercie. Voilà, la suite de cette édition, donc 2 février 1997, 1er février 2015, cela fait 18 ans jour pour jour que le parti nigérien pour l'autogestion, PENA Alouma, a été créé. Pour donc célébrer ce 18e anniversaire, le parti a organisé ce matin à son siège une cérémonie. Objectif, réunir les militants afin de faire le bilan des 18 années passé Isdor Banaba et Idrissa Mahaman pour le compte rendu. Le Parti nigérien pour l'autogestion, PENA Al-Oumma, souffle ses 18 bougies. Après 18 années de combat pour l'avènement d'une démocratie véritable, le PENA Al-Oumma a atteint l'âge de la maturité et son président jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Ce qu'il y voit ne le satisfait pas. Les résultats en matière de développement socio-économique sont mitigés. Étant devenu mature, le PENA Al-Oumma sait maintenant que le Niger doit prospérer. Il en a les moyens, pourvu qu'il y ait un changement radical de mentalité. Il nous faut effectivement nous débarrasser de nos esprits arriérés et attardés pour nous armer des attitudes propices à la création d'un pays où la croissance et le développement vont être promus. Les survivances des idéologies communautaires, féodales, aristocratiques, bourgeoises et petites bourgeoises et d'autres idéologies arriérées encore entravant nos sociétés et constituant pour elles les contraintes à sa croissance et à son développement. Le Parti nigérien pour l'autogestion est né dans un contexte politique particulier en 1997. Aujourd'hui, il acquiert sa maturité dans un climat social tendu. Le pays ayant été secoué
Pas de violentes manifestations le 16 et 17 janvier dernier. Il y a eu des morts et des dégâts matériels importants. La coordination solidaire aux victimes de ces tristes événements. C'est ainsi que nous condamnons toute forme de violence, notamment celles qui ont été perpétrées à Zender et à Niamey. Nous condamnons énergiquement aussi les provocations des journalistes français qui ont caricaturé notre prophète Mohammed, que le salut et la paix soient sur lui. Nous présentons nos condoléances à tous les parents des victimes de ces violences et aussi nos compassions en direction de tous ceux qui ont perdu leurs biens. Pour les échéances électorales de 2016, le PNA Al-Oumma a déjà choisi son camp. Il soutiendra le président de la République si celui-ci est candidat à sa propre succession. Tous du PNA, puis Mohamed Issoufou en 1999, comme en 2004, en 2010, sommes encore prêts, s'il plaît à Dieu, à voter pour le candidat Mohamed Issoufou. Nous souhaitons ardemment et nous prions aussi Dieu pour qu'il soit réélu à son poste actuel de président de la République, chef de l'État, chef de l'administration, chef des armées, magistrat suprême, incarnation de l'unité nationale. 18 années de combats acharnés et parfois rudes, le Parti nigérien pour l'autogestion semble avoir beaucoup appris et est désormais prêt à faire face à toutes les adversités. Politique toujours, cette fois-ci avec les militants et sympathisants du MNSD Nassara de la commune urbaine de Tillabéri qui ont organisé hier samedi 31 janvier 2015 un grand meeting devant le siège du parti. Objectif célébrer dans la grande joie la décision du ministère de l'Intérieur qui a tranché en leur faveur. Ismaël Beidi et Salissou Souley pour le contrat. C'est à l'entrée de la ville de Tillabéri que le vice-président du bureau politique national du MNSD Nassara, Wasselke Boukari, et le président de la section de Tillabéri, Ada Chefou, ont été accueillis par les militants et sympathisants du MNSD Nassara de la commune urbaine de Tillabéri, avant de se transporter au siège du dit parti pour assister à ce genre meeting organisé par les militants pour manifester leur joie suite à la décision du ministère de l'Intérieur qui a tranché en leur faveur en prenant acte des conclusions des travaux du Conseil national du parti tenus les 26 et 27 novembre 2014 et des assises du 8e congrès ordinaire tenus les 29 et 30 novembre dernier. Le ministre de l'Intérieur a reconnu, a pris acte de nos travaux, ce qui veut dire concrètement que le parti MNSD Nassara est dirigé dorénavant par le président Albadé Abouba. C'est une victoire, mais comme le président du MNSD Nassara, son Excellence Abouba Albadé l'a dit, c'est une victoire du MNSD. C'est une victoire de la main gauche sur la main droite. Et vous savez tous que la main gauche et la main droite appartiennent au même corps. Donc, après cet acte, à mon avis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est de travailler à la redynamisation de nos structures, de travailler pour l'atteinte de nos objectifs, de travailler pour rétablir la grandeur du MNSD sur l'échiquier politique régional et sur l'échiquier politique national. C'est ce qu'il nous reste à faire. Et ceci dit, je vais vous demander officiellement de ne pas suivre la logique des autres. Nous avons le parti. Étant donné que nous avons le parti, est-ce qu'il nous revient de verser dans les insultes? Non. Il nous revient de construire notre parti. Il nous revient d'éclairer nos visages, d'aller vers les militants, d'aller vers les sympathisants et d'aller vers les indécis pour qu'ils rejoignent les rangs du MNSD Nassara. Et à Tillabéri, ici, vous en avez les capacités.
Le coordonnateur Kaboye et vous-même, vous en avez les capacités. Vous étiez sur la ligne frontale, vous êtes sur la première ligne du combat. Je vous invite à continuer dans le sens de ce que vous avez toujours fait. Pour finir, le président de la section de Tillabéri a appelé les militants à renforcer les rangs autour du président du parti Albadé Abouba et du vice-président Wasselke Boukari. Les couleurs du parti. Les militants de la section MNSD Nassara de Tillabéri ont mis à profit ce grand rassemblement pour rendre publique une déclaration dans laquelle ils apportent leur soutien indéfectible au président du parti Albadé Abouba, condamnent les récents événements qui ont secoué le pays et réaffirment leur soutien sans faille au président de la République dans ses actions de développement pour la renaissance du Niger. Félicite le camarade Albadé Abouba pour sa brillante élection à la tête du parti et l'assure de son soutien ferme et indéfectible. Remercie les délégués au Congrès pour avoir confié la première vice-présidence du parti au camarade Wasselke Boukari, membre de la section de Tillabéri. Demande au président du parti de ne ménager ni son temps ni ses efforts pour réconcilier les militants du MNSD Nassara et œuvrer sans relâche afin que notre parti retrouve son rang de plus grand parti politique du Niger. Notons qu'auparavant, le vice-président du bureau politique national, Wasselke Boukari, et le coordinateur départemental de Tillabéri, Mourou Kaboye, ont tous félicité les militants pour la forte mobilisation et les invitent à cultiver l'unité et la cohésion au sein du parti. Je le disais dans les titres, cérémonie de réception d'une ambulance et un lot de machines à coudre estimées à une valeur de 9 millions de francs CFA là-bas dans le département de Keita, région de Tawa. Un don du député national Samaïla Ali. Plus de précisions avec Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. 60 machines à coudre estimées à une valeur de 4 millions de francs CFA. Une ambulance dont la valeur est estimée à 5 millions de francs CFA. Ce geste humanitaire d'une somme globale de 9 millions de francs CFA au profit de la population de la commune rurale de Laba dans le département de Keita. C'est un don du député national de la zone Samaïla Ali au titre du PNDS Taraya. C'est ce qui fait l'objet de cette cérémonie en présence des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa. Intervenant à l'occasion de cette cérémonie, le maire est réjoui de la mobilisation. Il a par la suite souhaité la chaleureuse bienvenue aux différentes délégations venues pour la circonstance. Le chef des cantons de Laba, le préfet de Keita ont salué ce geste de député national. La représentante de l'organisation des femmes Tareya, Ibrahim Miko, au nom de la fédération PNDS Tareya de la région de Tawa, ont tour à tour souligné à la population de la commune rurale de Laba les objectifs visés par le PNDS Tareya aux prochaines échéances électorales. À son tour, le gouverneur demande aux bénéficiaires d'utiliser ce don à bon escient, en précisant que ce geste du député national cadre au programme de la Renaissance du Niger. Notez au cours de cette cérémonie l'adhésion de Jibo Mahamadou, vice-maire de la commune rurale de Laba, militant du parti CDS Rahama, qui quitte cette formation politique pour agrandir la famille du PNDS Taraya. Une déclaration de soutien aux actions du président a été rendue publique. Considérant les actions multiples et multiformes menées par son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, dans la commune de Garahanga, dans le domaine suivant. Domaine éducatif. La construction de 33 classes dans les écoles primaires, 20 classes au niveau secondaire. Domaine sanitaire. Construction du au CSI de Farara Baba. Dotation d'une nouvelle ambulance au CSI de Garanga. Renforcement des CSI en personnel qualifié.
remboursement des frais de gratuité au CSI, domaine de sécurité alimentaire, distribution gratuite de plus de 200 tonnes, fonçage de plus de 200 forages équipés pour la commune, mise en place très prochain de la maison du paysan. Domaine sécuritaire, mise en place des patrouilles mixtes mensuelles pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Domaine d'infrastructure, le lancement très prochain du bitumage des tronçons Madawa, Bouza, Laba, Keta, Mararaba. Installation de la cimenterie de Gradawa. Au vu de tout ce qui précède, nous, militants de la CDS Rama, de la commune rurale de Garanga, décidons 1. De soutenir le programme de renaissance de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. 2. D'adhérer à partir de ce jour, 31 janvier 2015, au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya. Pour l'entretien de cette ambulance, Idi Habou a offert une somme de 1 200 000 francs CFA au comité de gestion. Cette cérémonie a été sanctionnée par la réception des machines et cette ambulance qui va sans nul doute alléger la souffrance des populations de la commune rurale de Laba. Autre aspect de ce journal, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, REGER, a officiellement lancé ce matin une campagne à grande échelle de salubrité sur les principales artères de la capitale. Un balai citoyen dont le coup d'envoi a été donné par le président du REGER. Précision avec Omar Hama. Ça, c'est une action citoyenne. Très tôt ce matin, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGER s'active pour un balai citoyen dont le coup d'envoi a été donné au rond-point Mairie Garage. Ainsi, le REGER lance une vaste campagne de salubrité visant à rendre propres et fréquentables les grandes artères de la capitale, insalubres depuis les événements du 18 et 19 survenus à Niamey et dans certaines localités de notre pays. C'est que nous voulons effectivement rompre le financement de développement pratiquement comme on le connaissait, c'est-à-dire c'est pour financer le développement à travers les entreprises publiques et privées. Comme ce matin, vous avez vu l'activité de ce matin est appuyée par la Société de patrimoine de mines du Niger, la SOPAMINE, la Société de patrimoine de eaux du Niger, la SPEN, et la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, la CAIMA. Donc c'est pour dire qu'à travers les entreprises publiques et privées, et même les bonnes volontés, on peut financer le développement. Deuxième objectif, c'est que les jeunes que vous voyez ici, c'est des jeunes qui font de cette activité leur quotidien. Naturellement, c'est des professionnels de la chose, il faut les accompagner pour qu'ils puissent être vraiment compétitifs sur le marché. Donc cet appui que nous allons nous apporter va leur permettre d'être en tout cas important dans le secteur. Et troisième objectif, c'est que nous devons donner un modèle de société. Il faut qu'on soit nous tous un modèle de société pour nos enfants et pour tout le monde. Si aujourd'hui, chaque Nigérien fait la même chose que nous, moi je pense que le Niger sera très propre et le Niger sera un modèle en matière de salubrité et de développement dans les questions d'hygiène et d'assainissement. Profondément interpellé par cette situation, le REGER tire sur la sonnette d'alarme et appelle les entreprises publiques et privées à encourager le développement au Niger. Désormais, une journée nationale de salubrité sera organisée chaque fin de mois. L'objectif étant de faire de la capitale Niamey la vitrine des grandes villes du pays. Le centre incubateur des petites et moyennes entreprises a organisé hier au Grand Hôtel de Niamey un business cocktail au cours duquel des jeunes porteurs de projets ont été primés, initiés en partenariat avec Oxfam, Oser, l'Afrique et Business Challenge. Cette action vise à promouvoir les projets sélectionnés en leur cherchant notamment le soutien financier des bailleurs de fonds. Youssouf Omar pour le compte rendu. Sur une dizaine de projets sélectionnés, 3 sont primés. De Madame Ayouba Grasse, elle gagne ainsi 800 000 francs CFA. Le deuxième de Hadiza Hachimou fait la promotion de jus naturel
à base de fruits locaux et remporte la somme de 500 000 francs CFA. Production et vente de semences agricoles, c'est le 3e prix. Doka Noma Bachir est son initiateur. Il gagne 300 000 francs CFA. J'appelle les entreprises publiques et privées, les structures de financement et les organisations de développement ici présents, et même ceux qui n'ont pu faire le déplacement, à accompagner ces jeunes qui ont fait le choix clairvoyant de devenir leur propre employeur, à concrétiser leur projet. À ce titre, ces entreprises participent à la réalisation de leurs responsabilités sociales, c'est-à-dire l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale. Un concept innovant et qui a toute son importance dans une économie comme la nôtre. Les organisateurs de ce business cocktail visent qu'un seul objectif, présenter ces projets primés aux ONG et banques en vue d'avoir leur soutien financier. Nous avons essayé de voir les domaines qui ont une forte valeur ajoutée au niveau social, au niveau environnemental, au niveau de la contribution, de la réduction de la malnutrition. Donc ce type de projets ont été sélectionnés et il y a 10 projets qui sont sélectionnés. Bon, bien entendu, on n'a pas pu donner des prix à tous ces 10 projets. 3 projets ont reçu un prix, mais aujourd'hui le Business Cocktail est un événement qui permet de présenter ce projet-là à des partenaires institutionnels, notamment des bailleurs de fonds, des ONG internationales, des banques et aussi les responsables publics, notamment vous avez vu le ministère du Commerce qui était là, leur présenter ces projets-là, voir quelle est la valeur ajoutée de ces projets pour notre économie et inciter les bailleurs à pouvoir faire en sorte que, voir comment ils peuvent accompagner ces projets. Cette nouvelle initiative Business Cocktail pour promouvoir les jeunes porteurs de projets du centre incubateur des petites et moyennes entreprises Oxfam, Oser l'Afrique et Business Challenge est en train de porter ses fruits. Car déjà, un bailleur de fonds présent au Business Cocktail s'est porté garant pour financer un projet parmi les 3 primés. Plusieurs sous-sections de la section de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey ont rendu public hier une déclaration de presse. Dans celle-ci, les sous-sections disent apporter leur indéfectible soutien au comité exécutif de l'UEPTN issu de l'Assemblée générale du lundi 23 janvier dernier. La teneur avec Amadou Boubacar. Confirmons notre participation à l'Assemblée générale du lundi 26 janvier relative à l'instauration du nouveau comité exécutif de l'UEPTN. Approuvons, validons et soutenons inconditionnellement la nouvelle équipe, laquelle équipe nous avons librement et souverainement élue, et ce malgré maintes et diverses intimidations et menaces proférées à notre égard. Assumons notre pleine et entière responsabilité par rapport à l'ensemble de nos décisions prises depuis notre signature des pétitions jusqu'à notre participation à la prestation des serments du nouveau comité exécutif. Mettons en garde les fauteurs des troubles, les malpensants et les démolisseurs des valeurs progressistes et démocratiques. Que nous restions vigilants et solidaires face à toute velléité de déstabilisation de notre section. Félicitons le nouveau comité exécutif et lui demandons par ailleurs de se consacrer immédiatement et résolument à la mission que nous lui avons confiée. Encourageons et plaçons notre espoir au nouveau comité exécutif quant à la défense de nos intérêts moraux, tant moraux que matériels. Demandons au comité directeur de l'USN, en tant qu'organe politique et moral suprême, de prendre toutes les mesures légales qui s'imposent pour punir et sanctionner tout acte tendant à diviser, liquider et ou souiller notre cadre organisationnel. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée au point de presse animé cet après-midi par Mohamed Ben Omar relativement au délibéré du comité interparlementaire des droits humains de l'UIP sur l'affaire dite des bébés importés. Ce comité demande à Hamadou de faire le test ADN. Très bonne réception et au revoir.
des droits de l'homme de l'Union parlementaire a pris une série de décisions sur des cas repartis dans toutes les régions du monde. Au terme de 4 jours de travaux, je disais donc à Genève. Le communiqué indique que le comité s'est penché sur la situation de 301 parlementaires dans 40 pays du monde. Et le 301e cas, justement, c'est le cas qui nous concerne au Niger de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Hama-Amadou. Il a, comme je le disais tantôt, donc, cité un certain nombre de griefs qu'il reproche notamment à l'État du Niger, qu'un certain nombre de ses droits ont été violés, et par conséquent, donc, il demande au comité des droits humains de l'Union interparlementaire de siéger en conséquence et de faire valoir ses droits. C'est une procédure légale, une procédure connue de tout le monde et qui fait tradition. Je dois dire que l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, de la 5e République, son excellence M. Maman Ousmane, a eu déjà dirigé ce comité, justement, des droits de l'homme des parlementaires à cette même. Beaucoup de cas. Donc, lors de ces travaux, pendant 4 jours, le comité a délibéré. Et nous aussi, quand nous étions partis en dirigeant la délégation du Niger du 12 au 16 octobre 2014, en son temps, nous avons relevé toutes les préoccupations qui ont été soulevées par le comité des droits de l'homme. Et déjà, au vu de la documentation qui était à notre possession en son temps, nous avons joué carte sur table en remettant un certain nombre de documents faisant foi par rapport à la démarche suivie par l'État du Niger, et notamment l'Assemblée nationale et son bureau, mais également de retour ici à Niamey, au vu des griefs qui ont été posés et des questions posées par le comité, parce que le comité a un secrétariat permanent qui reçoit les plaintes, qui les relève, il les analyse, et maintenant il demande, parce que la plainte, elle est analysée à charge et à décharge. Et ce faisant, donc, ils nous ont demandé un certain nombre de questions, plus d'une trentaine de questions, auxquelles nous avons répondu avec des documents à l'appui. Donc c'est toute une documentation assez fournie qui a été transmise par l'Assemblée nationale avant le 15 décembre dernier, et sachant bien que la session va commencer à partir du 24 au 28. Effectivement, nous avons fait le déplacement, un de mes conseillers techniques et moi-même. Nous avons eu l'honneur donc de représenter notre Assemblée nationale, assez pour parler donc en marge des travaux. Et quand le comité a fini ses délibérations, donc il a rendu public cette décision où il a relaté, comme pour les arrêts de la Cour constitutionnelle, vous voyez, on prend ce que le plaignant dit, on prend également ce que l'autre partie a dit, et maintenant on fait la sommation pour dégager une conclusion. Et les conclusions qui ont été soulevées sont au nombre de façon très ramassée, 7 ou 8, je ne vais pas rentrer, c'est rébarbatif au niveau de l'entête, mais pour entrer dans le vif de notre débat, les conclusions s'articulent autour de 8 points. Le 8e point, c'est de décider de poursuivre l'examen de l'affaire à la prochaine session, c'est-à-dire la 132e session à Hanoï, au Vietnam, à partir du mois de mars prochain. Mais pour l'instant, sur les 7 points qui ont été relevés, ils ont parlé de la procédure parce qu'ils ont constaté que les textes du Niger sont muets par rapport, parce que la Constitution du Niger a parlé en hors-session de l'arrestation, l'autorisation de l'arrestation d'un député en hors-session, et quand on est en session, on parle de levée d'immunité. En ce moment, on passe à la levée de l'immunité classique que vous connaissez et que vous avez l'habitude de vivre ici au Niger. Par rapport à cela, donc, le comité a dit que malheureusement, ni le règlement intérieur, aucun texte de l'Assemblée nationale n'est clair et ne définit clairement une procédure. Et il demande à l'Assemblée nationale du Niger, éventuellement, de revoir son règlement intérieur, de le corriger en conséquence, mais il constate un manquement. Et c'est là le point essentiel et qui fait jaser tout le monde et qui fait couler beaucoup d'encre, en tout cas depuis quelques mois, par rapport à cette affaire de supposition d'enfants au Niger, c'est le test ADN. Et là, le comité a dit, nous sommes quand même des êtres pensants, suffisamment réfléchis, rationnels. Il n'y a pas 36 000 manières. Il y a une et une seule manière pour se laver de tout soupçon, c'est de faire le test ADN. C'est-à-dire l'un ou l'autre des parents de ces 2 enfants, je parle du cas de M. Hama-Amadou, ou son épouse, ou lui, un d'entre eux doit obligatoirement faire le test ADN. En ce moment, aucun soupçon. Et l'UIP dit,
ils veulent savoir d'abord dans quelles circonstances ce test va être fait, et ils se disent que si les parents sont consentants, l'Union interparlementaire est prête à prendre toutes les dispositions pour aider à faire ce test partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique ou en Asie. Eux, ils sont prêts à mettre tous les moyens. Si d'aventure, M. Hamamadou ou son épouse doutent de la sincérité de ces tests, ici au Niger ou dans la sous-région, eux, ils sont prêts à aider à faire ce test partout dans le monde. Et c'est pourquoi ils demandent, et ils sont surpris, ils disent dans le communiqué, surpris de constater que l'épouse de M. Hamamadou avait refusé de faire un test ADN, étant donné qu'un tel test constitue un moyen irréfutable pour déterminer la filiation de ses enfants. Souhaite savoir dans quelles circonstances la législation du Niger autorise le juge à ordonner ces tests, et si l'épouse de M. Hamamadou serait prête à faire le test par l'entremise d'un expert indépendant, l'UIP s'engage à identifier et à faciliter l'intervention d'un tel expert, où qu'il se trouve. Donc, vous savez, il y a quelques mois déjà, les autorités compétentes en la matière par rapport à ce dossier en ont parlé. Vous avez entendu les réponses, je ne reviens pas là-dessus. Ça n'engage que leurs auteurs. Mais nous, en ce qui nous concerne, par rapport à ce communiqué, nous nous devons d'informer nos compatriotes que chacun ait sa propre opinion, malgré des considérations religieuses. C'est une considération scientifique. Si un temps soit peu on doute de l'état du Niger, voilà une organisation interparlementaire mondiale qui est prête à faire le test pour que plus jamais ce débat ne revienne sur le tapis. Et en ce moment, chacun va s'occuper de ses vaches. Et une fois pour toutes, le débat serait clos. Si le test dit que ce sont les enfants de M. Hamamadou et Mme Hadiza Hamamadou, le débat est clos. Si au contraire le test dit non, ce n'est pas leur progéniture, ce ne sont pas leurs enfants, le débat est clos et chacun tirera les conséquences de droit. Et conséquemment, donc, c'est une procédure de plus, autre que les procédures classiques, traditionnelles que nous connaissons devant les tribunaux. Il a saisi l'UIP, mais également il a saisi l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone, qui s'est tenue récemment à Clermont-Ferrand et où le président de l'Assemblée nationale a siégé avec sa délégation. Et je crois que, bon, pour beaucoup, nous ne sommes pas au courant de ce qui s'est passé, mais nous savons ce que les uns et les autres se sont dit là-bas. C'est pour vous dire qu'aucune des procédures, l'une n'exclut pas l'autre. C'est des procédures de plus. L'essentiel est que, au niveau interparlementaire, que le droit des députés, des parlementaires, députés comme sénateurs, soit protégé. C'est ça la raison d'être de ce comité des parlementaires pour les droits humains. Il a été créé de par le monde où partout les droits des parlementaires sont violés, où les parlementaires sont persécutés. Ce comité réagit une fois sur saisine, bien évidemment, des parlementaires persécutés. Il siège et il appelle, il fait injonction aux États pour dire attention chez vous, voilà ce qui se passe. Voyez-vous, si lors de cette décision, il a dit que non, vous, État du Niger, vous avez violé les droits de M. Hamamadou sur ce point, sur ce point, sur ce point, voyez-vous, on est obligé en ce moment de revenir et de surseoir à beaucoup de choses. Heureusement, comme dira quelqu'un, quand on est patient et on sait qu'on a les arguments de droit de son côté, on est prêt à tout, à collaborer. Et d'ailleurs, le comité s'est félicité, et c'est le point 1, c'est félicité de la franche collaboration des autorités parlementaires nigériennes qui a mis à la disposition de l'UIP toute la documentation par rapport à ce cas, jusqu'à des documents vraiment inimaginables. On a tout remis et on a dit qu'on est disposé, en tout cas, à les accompagner jusqu'à la fin de la procédure. Et ils ont demandé également au point 2, si d'aventure le procès sera ouvert à Niamey, ils vont envoyer un observateur qui va venir à Niamey et qui va suivre le procès. Comment il se fait, on leur a dit, on va vous accueillir à bras ouverts, venez où vous voulez, quand vous voulez, suivre le procès, parcourir le Niger de long en large pour constater si un temps soit peu, il y a politique dans cette affaire de dossier de bébés importés ou de supposition d'enfants. Maintenant, chacun peut se faire sa propre opinion. Ici, les 8 points, on a parlé de la procédure, on a parlé d'un certain nombre de choses. La procédure, ce n'a pas dit qu'il a eu raison ou qu'il a eu tort, mais plutôt on a dit que certaines procédures, notamment l'autorisation d'arrestation, parce que c'est la constitution que pour une requête d'arrestation envoyée par le gouvernement, c'est le bureau, en hors session, c'est le bureau qui est responsable. Et il y a eu un arrêt de la Cour qui est venu conforter cela conformément aux dispositions de l'article de la Constitution. Maintenant, la levée d'immunité, elle, c'est pendant les sessions.
Or, le cas de M. Hamamadou, et c'est là où lui, il a saisi, en tant que plaignant, le comité de droits humains, il a dit, mais pourquoi on n'a pas levé mon immunité de la façon classique, c'est-à-dire pendant que l'Assemblée nationale tenait ses assises, c'est-à-dire en session. Pour lui, donc, il a fait croire que non, l'Assemblée, le gouvernement a fait ça sciemment, il a laissé le temps passer. Une fois l'Assemblée ayant clôturé ses travaux, il a profité donc de l'intercession pour réintroduire une requête et demandant cette fois-ci son arrestation. Or, le vocable change, le concept change. En hors session, on parle d'autorisation d'arrestation. Pendant les sessions, on parle de levée d'immunité. C'est ce que dit la Constitution et c'est ce que nous avons repris dans notre règlement intérieur. Or, nous, les livres de chevet chez nous à l'Assemblée, c'est la Constitution et le règlement intérieur. On n'a pas autre chose. Mieux, nous, en tant qu'Assemblée nationale, on n'a pas à justifier d'une procédure, de sa légalité. L'essentiel est que, étant un document de base de travail, nous, à l'Assemblée, c'est avec ce document que nous travaillons. Et le comité, effectivement, des droits de l'homme a relevé cela, que le bureau, n'ayant pas prérogative, le bureau n'étant pas un tribunal, il n'a pas à demander c'est de la sincérité de la requête. Parce que lui, il a dit, est-ce que la requête est sincère? Pourquoi le bureau ne l'a pas écouté? Pourtant, avant son départ le 27 août, le 26, nous lui avons adressé une lettre, nous, les 7 membres du bureau de la majorité, lui demandant de convoquer une réunion du bureau où nous allons débattre de cette question. Il nous a dit non, je ne vous réponds pas parce que votre réunion n'a pas d'ordre du jour, mais deuxièmement, je réponds au Premier ministre par rapport à un certain nombre de questions que je vais lui poser. 3, il dit, je saisis la Cour constitutionnelle par rapport à un certain nombre de vides juridiques. Et il n'a attendu ni la réponse du Premier ministre, ni la réponse de la Cour constitutionnelle, encore moins la réunion avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il a pris la poudre d'escampette et il a quitté le territoire dans la nuit. Le lendemain, on pensait qu'on allait avoir la réunion à 10h. Nous, c'est à 13h qu'on a su même qu'il a quitté le territoire. Or, le comité a dit il devait, du moment où c'est le bureau qui autorise l'arrestation, il devait se faire écouter par le bureau. Le bureau, quelle que soit sa bonne volonté, même s'il veut l'écouter, mais il va l'écouter comment? Par Skype, comme il l'a fait la dernière fois? Je ne sais pas. Voilà la question où il se pose par rapport au point que le comité a soulevé et auquel j'ai dit, il n'y a pas de raison ou de tort. Mais ici, le point essentiel, pour nous, sur lequel nous voulons que nos compatriotes comprennent, le ministre de la Justice l'a dit, le juge en charge à l'époque du dossier l'a dit, la seule façon de s'en sortir, de ce bourbier, la tête haute, sans aucun ressentiment, c'est de passer au test ADN. 5 minutes et toute la question est close. En ce moment, si les enfants, avec le test, s'avère que ce sont les enfants de M. Hamamadou, le débat est clos. Si ce ne sont pas ces enfants, également les débats seront clos. Voilà la question sous quel angle elle se pose. En tant que parlementaire et défendant les intérêts de l'Assemblée nationale du Niger, qui est parti à ce conflit au niveau de ce comité, le comité a siégé, au vu des documents que nous lui avons donnés et au vu des documents transmis par le plaignant, voilà la décision finale. Le comité a dit, pour avoir le cœur net, on peut à longueur de journée disserter sur les procédures, c'est des concepts assez rébarbatifs, c'est des procédures, chacun à sa façon. Le droit, il est ce qu'il est, assez suffisamment élastique, et tout le monde est juriste, vous savez, dans ce pays. Cependant, ils ont dit, au-delà de ces débats rébarbatifs de droit, la question centrale pour eux, aujourd'hui, quel est le nœud du problème? C'est qu'on suppose que M. Hamamadou, son épouse est partie acheter des enfants au Nigeria. Voilà la question que tout le commun des Nigériens se pose. Oui ou non? Lui, il dit non, son épouse n'a pas acheté des enfants, ce sont ses enfants, grâce à un guérisseur nigérien qu'il a suivi, qu'il a traité, et au bout de 9 mois, elle a accouché le 1er septembre 2012 de 2 jumeaux. Maintenant, de l'autre côté, un certain nombre de familles nigériennes également ont suivi la même voie, sont allées voir le même guérisseur, qui leur a fait également des enfants. L'affaire s'est ébruitée, et de fil en aiguille, ça est devenu une bombe qui a explosé. Et l'effet boomerang, tout naturellement, de cette bombe, c'est que les pouvoirs publics se sont posés un certain nombre d'interrogations. Ils ont suivi la filière jusqu'au Nigeria, jusqu'au Bénin, jusqu'au Burkina, et ils se sont rendus compte que c'est une grosse filière mafieuse qui a été faite. Des soupçons ont été pèsés sur un certain nombre de personnes, et les pouvoirs publics, notamment la justice, a déclenché une procédure par la police judiciaire. Et un certain nombre d'investigations ont été menées, et des personnalités, non moins importantes, ont été criblées comme quoi supposition d'enfant veut dire que vous n'avez pas d'enfant, vous avez acheté des enfants. Voilà le fond du problème. Maintenant,
Si avec le test ADN, comme l'a demandé le juge, à un moment donné, Mme Hama Amadou s'est rétractée, lui-même Hama Amadou dit que non, il est prêt pour le faire. Cependant, il dit, lui en islam, il a donné raison que tout le monde a entendu, et cependant, il dit que non, il ne croit pas à la fiabilité de ces tests dans notre pays. L'UIP a dit, nous en tout cas, en tant que UIP, comité des droits de l'homme, pour avoir le cœur net dans un monde scientifique, pour avoir le cœur net, utilisons des procédures scientifiques pour couper court à ce débat, pour que les Nigériens définitivement vont se faire leur propre opinion et chacun va passer pour faire son test. Est-ce que le test, une fois fait, le débat va continuer? Non. Le test là, il ne peut pas satisfaire tout le monde, il ne peut satisfaire qu'une partie. Ou ce sont les accusés qui vont avoir le cœur net cette fois-ci et ils se disent qu'à partir d'aujourd'hui, ce sont nos enfants et là, vraiment, ils rendront un grand service, non seulement à la nation, à ces petits-enfants qui sont là en train d'être jonglés par-ci, par-là, comme quoi aujourd'hui, je ne sais pas moi, quel serait le devenir de ces enfants quand ils sauront ce qui s'est passé dans 10, 15, 20 ans par rapport à leur naissance et à leur affiliation. Mais troisièmement, on rendra également énormément service à la science qui vient de régler, comme par l'effet d'une baguette magique, un problème qui ne fait que couler beaucoup d'encre et qui est en train d'alimenter tous les débats, tous les fadas, tous les tribunaux, les avocats qui se gosillent, etc., etc. Il n'y a pas quelque chose de plus simple que ça. Un test. Et en 5 minutes, tout est réglé. Et paf, vous allez voir, la température va baisser d'un cran et c'est fini. Bon, mais malheureusement, vous avez des marchands d'illusions parce que, bon, les avocats, il faut qu'ils mangent là-dedans. Il faut que les charlatans mangent là-dedans. Il faut que les guérisseurs mangent là-dedans. Et c'est pourquoi on crée une tempête dans un verre d'eau pour croire que, bon, le Niger va éclater d'un moment à l'autre, qu'il y a péril en la demeure, etc. Il n'en est rien. C'est un débat simple. Où vous voulez, au Guatemala, en Indonésie, en Chine, en Syrie, aux États-Unis, l'UIP est prête de chercher l'officine qui s'y est, l'expert qui s'y est, conformément à la législation nigérienne, pour que ce test soit fait et que la personne incriminée, parce que l'UIP, lui, ne parle que de M. Hama Amadou, il s'en fout des autres familles, parce que les autres familles ne sont pas des parlementaires. Le parlementaire qui les intéresse et qui a porté plainte, c'est M. Hama Amadou et sa famille. Donc c'est par rapport à eux que l'UIP s'engage à prendre cet expert et demande vivement. Et ils disent que d'ici, en tout cas le sommet de Hanoï qui va se tenir donc du 25 mars au 1er avril, si M. Hama Amadou et sa famille vont répondre oui ou non, qu'ils vont accepter de faire le test ADN. Maintenant, si Dieu le veut, si Dieu nous le montre, à cette 132e session, nous allons en tout cas écrire, représenter notre Assemblée nationale. Si d'aventure le test se fera, l'UIP va nous saisir pour dire que voilà, le test va se faire, je ne sais pas où, peut-être à New York, peut-être à Washington, peut-être à Johannesburg, peut-être à Abuja. Bon, et ils vont nous le signifier, et ils vont nous donner le résultat. En tout cas, nous, on est prêts. L'essentiel est qu'on envoie qui de droit, suffisamment averti et compétent en la matière pour attester au nom de l'État du Niger que ce test s'est fait dans les règles de l'art. Puisque maintenant, le problème est devenu international. Et c'est pourquoi nous, on a dit personnellement, mon conseiller technique était avec moi quand j'ai été à Genève la semaine dernière et on m'a transmis ses conclusions au niveau du secrétariat général de l'UIP. J'ai dit, tiens, voilà, ce qu'on nous refuse au niveau local, au niveau national, on nous le donne à l'international. Parce que je suppose que le monde est un village planétaire. Et si nous avons ratifié et accepté de se soumettre à une organisation mondiale au niveau parlementaire, c'est que nous acceptons de céder un pan de notre souveraineté parlementaire. Nous acceptons de donner un pan de notre souveraineté tout court pour que, à l'international, un certain nombre d'organes puissent décider en lieu et place des États pris individuellement. Peut-être que c'est que nous ne pouvons pas le faire individuellement. Au niveau international, on peut le faire. Je prends la question de l'actualité brûlante de Boko Haram ici autour du Nigeria. Vous savez, individuellement, au niveau de la CBLT, nos États ont tenté de faire quelque chose. Mais voilà, maintenant, c'est l'Union africaine qui appelle les Nations unies à prendre une décision au niveau mondial, d'abord interafricain, ensuite mondial, pour régler aujourd'hui ce problème qui ne fait que perdurer. Peut-être que, sur demande de l'UIP,
notre collègue Hama Amadou se ravisera et dira que bon, mais l'islam, en vertu de quoi l'islam, tant que c'est dans le cadre de la recherche de la vérité, moi je ne vois pas. J'ai bien voulu qu'on me lise le verset du Coran qui l'empêche, en tout cas à ce que je sache. Je ne suis pas compétent en la matière, mais on ne m'a jamais parlé qu'il y a un passage du Coran qui dit qu'on ne peut pas faire un test. Or bien, vous savez bien que dans le cadre de la manifestation de la vérité, toutes les religions du monde concourent à dire que si une démarche concourt à faire la manifestation de la vérité, tout le monde la cherche. Et Dieu aide les uns et les autres, notamment ses fidèles, à rechercher la vérité. Ici, le test ADN, son objectif c'est quoi? C'est pour faire éclater la vérité. Un point barre. Et une fois que la vérité est éclatée, je pense que chacun va se calmer. Et comme je disais, d'un cran, la température va baisser. Et vous allez voir, les gens vont rentrer dans l'ordre, plus de manifs, plus de casse, plus de ceci ou plus de cela. Je pense que moi, mon vœu le plus ardent est que notre collègue accepte de faire ça. Et comme je le disais à plusieurs occasions de par le passé, ça mettra fin à ce débat qui ne fait que vraiment envenimer l'ambiance nationale, l'atmosphère nationale, suffisamment délétère, suffisamment électrique. Je pense qu'il faut apporter de la détente, il faut apporter de l'eau fraîche. Et pour apporter de l'eau fraîche, il faut avoir des voies de sortie assez canoniques et assez consensuelles. Ici, c'est une organisation internationale qui nous tend la main et qui nous dit, bon, écoutez, camarades du Niger, si vous voulez qu'on vous aide, vous n'êtes pas les seuls. Parce qu'il ne faut pas que ce soit d'illusion. Le Niger, je vous ai cité combien de cas? 301 parlementaires qui sont persécutés dans 40, qui ont des problèmes dans 40 pays. Donc il n'y a pas que le cas du Niger qui préoccupe l'UIP. Et imaginez pour ce cas, regardez toute la documentation qui est fournie. Et imaginez donc les cas de 300 autres. Donc les gens, en 4 jours, regardez le travail qui est abattu. Donc s'ils nous ont dit, venez, on est prêt à vous accompagner en vous aidant d'un certain nombre de moyens et également de canaux à suivre, je pense que c'est une bonne chose. À nous de saisir la perche et de mettre fin à ce débat qui est en train d'envenimer, en tout cas, notre pays.